On peut plus dire n'importe quoi, c'est moins drôle aussi. Voilà, ben, tu vois? Ça y est. Oui, c'est ça. Non, si, puisque c'est ah oui, non, puisque si le lien, si je le donne aux étudiants qui le veulent, ça va être compliqué. Pas trop quand même alors. Bon, bah, si vous voulez, on y va? Alors bon, on donc bienvenue pour la 2e séance donc de notre axe, sur, aujourd'hui donc des questions, liées à l'histoire religieuse, à l'hérésie, à l'intolérance et à des particularités, théologiques, d'Europe centrale et donc on est très heureux, d'accueillir, Olivier Marin, donc qui est maître de conférences habilité, à diriger des recherches, à Paris 13, qui est là depuis très longtemps dans notre établissement et dans notre laboratoire et qui est spécialiste donc du monde, de la bohème, du 14e, 15e siècle, qui avait travaillé pour sa thèse avec Jacques Verger sur la genèse du mouvement réformateur pragois à 1360, 1410 et puis qui a continué ses travaux sur, le monde tchèque, et sur les questions religieuses, le culte des saints en Europe centrale, l'hérésiologie, les conciles, les universités à la fin du Moyen Âge et il a une activité, très importante dans tous ces domaines et une actualité, d'ordre éditorial, très importante, ces derniers temps. Donc il a co-dirigé un ouvrage sur le culte des saints qui est paru en 2017 et il, a entre autres choses et il vient de terminer un livre qui, va paraître, en mars, paraît-il, non? Quelque Oui, c'est chose comme ça. ça, sur, qui s'appelle «La réforme commence à Prague, histoire des Hussites 15e-20e siècle» aux éditions, Passé Composé et il a également, beaucoup d'autres travaux, en cours, de publication. Alors si tu veux, je te donne la parole pour nous parler d'un monde qui est assez exotique pour, certains auditeurs, hein, le monde de la bohème, à la fin du Moyen Âge, mais qui est un laboratoire sur le plan religieux, où bouillonnent beaucoup de choses, Jan Hus qui bouillonne lui-même, sur son bûcher d'ailleurs, mais avant de le bouillonner ce pauvre Jan Hus, ce sont des choses qu'on va retrouver ensuite, un siècle après, dans l'Empire et dans le reste de l'Europe, qui commencent à naître à Prague déjà au début du XVe siècle, des choses qui concernent la contestation du fonctionnement de l'Église romaine, de l'autorité, des cadres traditionnels, d'une volonté de réformer la pratique du culte, d'une réflexion sur la communion, et cetera et cetera et tout ça donc je te laisse nous en parler, désormais. Merci Nicolas, merci Anne-Emmanuel. Donc j'ai proposé d'intituler mon intervention «Écrire l'histoire des Hussites en France». Alors, au début, j'ai été tenté d'ajouter à ce titre un point d'interrogation dubitatif, «Écrire l'histoire des Hussites en France?» ou même un point d'exclamation stupéfait ou désolé, «Écrire l'histoire des Hussites en France, soupir». Et de fait, comme vient de le suggérer Nicolas Leroux, la hussitologie, comme on dit outre-Rhin, est considérée en France comme une spécialité assez exotique, presque autant que la géographie de la face cachée de la Lune. Ça se paie d'une certaine solitude, puisque je suis à peu près le seul médiéviste français qui s'intéresse, au moins directement, spécifiquement, à ce domaine. Pourtant, il me semble que ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où les Hussites en France étaient à la mode et j'en veux pour preuve George Sand. Alors je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter George Sand. Il faut quand même se rappeler que de son vivant, Sand a été autant lu et traduit que Victor Hugo, hein. Elle a vraiment exercé un magistère littéraire, intellectuel, dont on n'a plus trop l'idée aujourd'hui. Or, George Sand, au début des années 1840, a publié coup sur coup 2 romans qui avaient non seulement pour décor, mais vraiment pour matière,
l'histoire de la Bohème hussite. Il s'agit respectivement de Consuelo en 1842 et de la comtesse de Rudolstadt en 1843. Ce qui est moins connu, c'est que parallèlement, en marge de ces deux romans, Sand a fait paraître dans la revue indépendante ces notes historiques, au fond, qu'elle avait prises, qu'elle a mises en forme, des notes qui portent essentiellement sur les deux grands généraux hussites, Jean Gisca et Prokop le Grand. Alors, comment expliquer au tout début des années 1840 cet intérêt soudain de George Sand pour les hussites? Il se trouve que je me suis penché sur le problème il y a quelques années, il y a maintenant déjà 7 ans, oui, si je compte bien, quand j'ai réédité avec la complicité de Jacqueline Alouette le Jean Gisca, alors je ne sais pas si vous voyez, bref, le Jean Gisca de George Sand, voilà, qui était réédité chez un éditeur clermontois, Lem Edit. Bon, c'est précédé d'une introduction et de notes historiques. Donc, comment expliquer cette hussitophilie de la part de Sand? Première explication qu'on a parfois invoquée, George Sand y aurait été prédisposé par ses origines familiales, puisqu'elle descendait par son arrière-grand-père paternel, par le maréchal de Saxe, du roi hussite Georges de Podier-Brady entre 1458 et 1471. Le trône de Bohême avait en effet été occupé par un noble hussite de ce nom-là. Le problème, c'est que rien ne prouve que George Sand ait eu conscience de cette ascendance quand même très lointaine et indirecte. Par ailleurs, George Sand ne connaissait pas la langue tchèque, ni même l'allemand, autant que je sache. Elle n'a jamais mis les pieds dans les pays tchèques. Bref, elle n'avait pas d'affinité pour ce pays. Donc, si au début des années 1840, le hussitisme, malgré tout, était dans l'air du temps, c'est qu'à mon avis, il y avait d'autres raisons, essentiellement deux. La première, c'est évidemment l'émigration centre-européenne à Paris. À ce moment-là, on est encore sous le coup de la terrible répression russe de 1831, hein, l'ordre règne à Varsovie. Donc, dans le cercle de Madame Marliani, Sand a croisé le milieu essentiellement des Polonais en exil, qui rêvaient depuis Paris de préparer la résurrection de leur nation opprimée. Bon, comme on le sait, à partir de ces années-là, de 1838, me semble-t-il, Sand a entretenu une liaison assez tumultueuse avec l'un d'entre eux, Frédéric Chopin. Ce qui est moins connu, c'est qu'elle a suivi les cours de littérature slave que donnait au même moment le poète polonais Adam Mickiewicz au Collège de France. George Sand en a rendu compte dans la revue indépendante au moment même où elle publiait ses récits historiques sur la Révolution hussite. Alors, George Sand n'a pas nécessairement adhéré au credo messianique un peu brumeux de Mickiewicz. Ce qui est en revanche certain, c'est qu'elle s'est mise à vibrer avec lui, comme lui, au récit des luttes des peuples slaves pour leur affranchissement politique national, et qu'elle en a recherché le prélude dans la Révolution hussite. Donc Sand est de ce point de vue-là un assez bon témoin de ce que Anne-Marie Tys a appelé le cosmopolitisme du national. Le Jean Gisca de George Sand est à peu près contemporain du Hussitenlied de Liszt, du Chant des Hussites de Chopin. On voit là la circulation de la référence à l'histoire tchèque et bien au-delà des frontières de la seule Bohême. Je dirais même plus, la hussitophilie de George Sand a suscité des chocs en retour auprès des Tchèques eux-mêmes. Sand a par exemple influencé deux
poètes de Bohême, exilés dans les années 1840 à Paris, Maurice Hartmann et Alfred Meissner. C'était d'ailleurs deux juifs, l'un et l'autre, donc germanophones, deux jeunes hegéliens, disons, d'un point de vue philosophique. Bref, sans trop cultiver le paradoxe, on peut considérer que la réinvention du hussitisme à l'époque contemporaine s'est faite par la médiation parisienne dans les années 1840. Deuxième explication. Les catégories dont se sert George Sand pour analyser la révolution hussite doivent beaucoup à celui qui était son maître à penser, enfin dans ces années-là, Pierre Leroux en un seul mot, comme Patrick et non pas comme Nicolas. Alors bon, là je parle sous le contrôle des contemporanéistes. Leroux était un ancien saint-simonien, il était devenu le tenant d'un socialisme utopique qui prophétisait le progrès indéfini de l'humanité par la fraternisation des classes et des êtres. Leroux a dirigé à partir de 1836 une vaste somme nommée l'Encyclopédie nouvelle qui regorge de références à la Bohême et au mouvement hussite. Leroux a confié un article particulier sur la Bohême au Polonais exilé Jański et il a lui-même émaillé certaines de ses notices, par exemple sa notice sur l'égalité, d'allusion au mouvement religieux tchèque. Sous son influence, George Sand a endossé l'interprétation sociale du hussitisme qui était donnée dans l'Encyclopédie nouvelle. D'où chez elle, par exemple, son attirance pour Tabor, c'est-à-dire pour l'aile gauche des hussites, donc son affinité avec l'esprit plébéien, anticlérical, anti-monarchique des taborites. On entrevoit donc ainsi que le hussitisme a été une des généalogies imaginaires que s'est inventé le premier socialisme français, socialisme pré-marxiste encore. Et d'ailleurs, la presse conservatrice du temps ne s'y est pas trompée. L'Univers et d'autres journaux ont, dans les années 1840, dénoncé les hussites contemporains qui sévissaient au Collège de France, dans les salons parisiens. Ça a achevé de consacrer les années 1840 comme ce que j'ai appelé, de manière peut-être un peu imprudente, le moment hussite dans l'histoire de la gauche française. Voilà, donc j'ai un peu insisté sur le cas de George Sand, que je connais moins mal que les autres. J'aimerais dans un deuxième temps prendre un petit peu de recul quand même par rapport à la Dame de Nohant et vous proposer de retracer l'histoire longue de la réception française du hussitisme. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir le faire par le menu, il y faudrait plusieurs journées. Par commodité, j'ai distingué 4 bornes qui vont baliser notre parcours. Première borne, et là je parlerai sous le contrôle de Nicolas Leroux, le livre des martyrs de Jean Crespin. Jean Crespin, comme ça se prononce, le livre des martyrs date de 1554. Crespin, qui est né en 1520, mort en 1572, était un avocat d'Arras, imprimeur, éditeur, auteur de son état. Bon, assez vite, il s'est enthousiasmé pour les thèses de la Réforme et a fini par se réfugier à Genève auprès de Jean Calvin. Quand il écrit son livre des martyrs en 1554, il écrivait sous la pression d'une double conjoncture politique et doctrinale. Politiquement d'abord, pour les
premiers protestants, l'heure était grave. François Ier avait créé la chambre ardente. Donc les bûchers du roi, comme on les a appelés, s'étaient allumés. Par exemple, à Lyon, venaient de périr 5 huguenots. Donc, Crespin était poussé par le devoir de fortifier le courage de ses co-religionnaires, ainsi éprouvés par les persécutions. En même temps, du point de vue doctrinal, il voulait aussi répondre à l'accusation de nouveauté qui était portée contre les protestants par les catholiques. Et il entendait montrer que, au fond, les protestants avaient autant de titres d'ancienneté que la vieille Église romaine. D'où chez lui l'idée de remonter le temps et d'insérer les martyrs contemporains dans une succession de martyrs, de témoins persécutés de la vérité. Or, parmi ces martyrs, les Hussites se taillent une place d'honneur. On trouve les Hussites disposés en tête de l'édition Princeps. Là, ils occupent au moins 140 pages, soit 1/5 quand même du volume global. D'où vient chez Crespin une matière aussi abondante? Crespin l'a emprunté à 2 informateurs essentiellement. D'abord un informateur tchèque, un ami de Jean-Hus, Pierre de Mladoňovice. Mladoňovice avait été le témoin oculaire du martyr de Hus en 1415. Il avait consacré à l'événement un récit très, très pathétique sous forme d'une passion de Jean Hus, récit qui avait été publié en 1528 à Wittenberg sous les auspices de Luther, avec une préface de Martin Luther. Donc c'est son premier informateur. Il a complété les données de Mladoňovice à l'aide d'un deuxième auteur aîné, Silvio Piccolomini, donc un Italien, auteur d'une histoire de la Bohème, en latin Historia Bohemica, qui remontait à 1457. Alors là, c'est un peu plus paradoxal, puisque Piccolomini était non seulement un catholique, mais cardinal, et quelques mois après l'écriture de cet ouvrage, il a été élu pape sous le nom de Pie II. Donc c'était une autorité on ne peut plus romaine, mais Piccolomini n'était pas non plus dénué d'une admiration pour la culture des Tchèques, pour leur courage, et c'est en partie sans doute pour cette raison que Crespin n'a pas hésité à puiser dans cet ouvrage. Donc Crespin était bien informé, il n'en a pas moins fait œuvre militante. Alors, son œuvre est orientée de différentes manières. D'abord, son propos est biographique. Il consiste à mettre en relief quelques individualités hors du commun. Il évoque bien sûr Jean Hus, Jérôme de Prague aussi, donc les 2 martyrs de Constance. De manière plus surprenante, il fait un sort également à Jean Žižka, au général hussite, alors même que le capitaine était mort d'une mort parfaitement naturelle. S'il figure dans ce martyrologe, c'est en sa qualité de vengeur de ses compatriotes. Bon, il résulte de ces choix biographiques, évidemment, sans doute, une sous-estimation des ressorts collectifs du mouvement hussite, notamment sociaux et nationaux. Autre déséquilibre, Crespin s'arrête peu ou prou à 1424, à la mort de Jean Žižka. La suite passe à la trappe. Non moins révélateurs sont les silences qui entourent la doctrine des Hussites. Crespin parle beaucoup de leur ecclésiologie, de leur doctrine de l'Église. En revanche, il
il est beaucoup moins bavard sur le chapitre de l'Eucharistie. Et pour cause, Jean Hus, comme vous le savez peut-être, était fidèle au dogme de la présence réelle, ce qui, évidemment, heurtait de front l'orthodoxie calvinienne. Bon, au bout du compte, le livre des martyrs lisse ces contradictions de manière à faire des Hussites les précurseurs et même les prophètes du protestantisme. C'est le sens d'une prédiction que Crespin a mise dans la bouche de Jean Hus et que je vais vous citer mot à mot. Maintenant, donc c'est Hus qui parle, sur le bûcher, le 6 juillet 1415, il est censé avoir dit « Maintenant, ils retireront loi ». En effet, en tchèque, husa veut dire loi, le volatile. Donc maintenant, ils retireront loi, mais ils ne retireront pas le signe qui viendra après moi. Et certainement, ajoute Crespin, ce qui est advenu a vérifié et approuvé sa prophétie, car il fut brûlé l'an 1415 et le différend débat qui a été soulevé pour les pardons du pape commença l'an 1517, date de la publication des fameuses thèses de Martin Luther. Bon, vous vous en doutez, cette prophétie ex post est apocryphe. Elle a été mise en circulation par Luther lui-même en 1531 et elle a connu immédiatement un grand succès parce que ça satisfaisait la vision qu'avait la première génération protestante de sa mission historique providentielle. L'œuvre de Jean Crespin a eu un immense retentissement, elle a été plusieurs fois rééditée, augmentée, elle a été traduite en latin. Ça a donc fixé la réception canonique du hussitisme chez les réformés français. Malgré tout, l'autorité du livre des martyrs de Crespin a commencé à être ébranlée dans la seconde moitié du XVIIe siècle par les controversistes catholiques. Certains auteurs catholiques, comme Bossuet, l'aigle de Meaux, si vous voulez filer la métaphore ornithologique chère à Crespin, ont montré les désaccords doctrinaux qui pouvaient exister entre Hus d'une part et les protestants d'autre part. Et donc, ils ont mis en doute l'enrôlement des hussites par les protestants. Et sous le feu de la critique, il a bien fallu que les protestants en général, les Français en particulier, révisent la fable de Jean Hus prédisant l'avènement de Luther. J'en viens donc à ma deuxième borne, ma deuxième pierre miliaire, Jacques l'enfant comme un enfant. C'était un pasteur, il est né en 1661, mort en 1728. Si je le retiens ici, c'est essentiellement pour deux ouvrages, son histoire du Concile de Constance, paru en 1714, et plus encore son histoire de la guerre des Hussites et du Concile de Bâle, publié donc à titre posthume par sa veuve en 1731. Bon, quelques mots sur l'auteur qui n'est pas très connu, qui mériterait sans doute une thèse. L'enfant était né à Bazoches. Donc, Bazoches, c'est un îlot protestant en Beauce. L'enfant est passé par Saumur, Genève, Heidelberg, donc il a reçu une formation assez éclectique. Finalement, il a été contraint par la révocation de l'édit de Nantes à l'exil. Ça veut donc dire qu'il n'a pas composé les deux œuvres que je viens de citer en France, mais depuis Berlin, depuis le refuge, comme on dit, avec un majuscule, ville dans laquelle l'enfant officiait comme ministre, comme pasteur de l'église huguenote. Et à Berlin, c'était vraiment un personnage. Il avait ses entrées à la cour du roi et il a même été nommé prédicateur officiel
de Frédéric Guillaume Ier. Donc j'en viens à l'histoire de la guerre des Hussites. Ah bah, je peux vous montrer d'ailleurs un exemplaire que je possède. Voilà, c'est en 2 volumes. Alors à vrai dire, l'édition originale n'était pas à la portée de ma bourse. Et là, c'est une édition pirate. On le voit au fait que les portraits annoncés font défaut. Alors, si on examine cet ouvrage, on se rend compte d'abord que l'esprit des Lumières, enfin des premières Lumières savantes, imprime sa marque au travail de l'enfant. L'enfant maîtrise les règles de la diplomatie naissante. Il affiche une stricte fidélité aux sources médiévales. Le résultat, c'est que ces Hussites n'ont plus grand-chose en commun avec ceux de Crespin. L'enfant écrit, même noir sur blanc, « Les protestants ne sont pas en droit de regarder les Hussites comme les martyrs des mêmes vérités qu'ils font profession de croire. Ne sont pas en droit, je répète, de les regarder comme les martyrs des mêmes vérités qu'ils font profession de croire. » Vont à ses yeux, le seul élément qui réunissent Hussites et protestants, c'est la persécution par l'Église romaine. Autre différence de taille par rapport à Crespin, l'enfant ne traite plus le hussitisme comme un bloc. On a vu, Crespin admirait tous les Hussites, quels qu'ils fussent, de Hus à Gisca. Ce n'est pas le cas de l'enfant. Lui rend hommage à Jean Hus, à sa magnanimité. En revanche, il n'a pas de mots assez durs à l'encontre de Jean Gisca et de ses troupes. Il les présente comme le summum de la barbarie. Voilà, donc parmi les factions hussites, seuls trouvent grâce à ses yeux les Pragois, parce que ceux-ci s'étaient montrés, rétifs aux excès révolutionnaires et aux emportements confessionnels. Vous le voyez, une information de qualité et ample, un jugement assez pondéré, le tout dans une langue, le français, qui en ce début du XVIIIe siècle avait rang d'idiome international. Ces différents facteurs se sont conjugués, se sont additionnés pour imposer l'histoire de la guerre des Hussites comme une référence insurpassée pendant au moins un siècle. Ça, on en juge par le nombre des lecteurs et des utilisateurs de l'enfant, Voltaire. Ensuite, Michelet, qui s'en est servi pour préparer ses cours à l'École normale supérieure, donc dans les années, si je ne me trompe pas, 1830. Et George Sand l'a littéralement pillé dans son cycle romanesque Consuelo et la comtesse de Rudolstadt. 99% des informations qu'elle possède sur la Bohème proviennent de l'enfant, qu'elle ne cite jamais, bien sûr. Alors, quand j'ai réédité là, le Jean Gisca de George Sand, je me suis amusé à comparer George Sand et l'enfant. Il est évident que George Sand n'a pas épousé toutes les vues de l'enfant, tout simplement parce qu'entre-temps, la Révolution française était passée par là. George Sand a la tête pleine des souvenirs de Valmy, de la Convention, donc à l'opposé de l'enfant, elle vomit les Hussites modérés. La prudence des Pragois, lui, évoque le juste milieu et l'immobilisme louis-philippard. Elle fait elle-même le parallèle. Donc sa préférence va à Jean Giscard, à Procope le Grand, aux révolutionnaires. Quelle heure est-il? Oui, c'est bon. Troisième borne, Ernest Denis, dont je vous donne ou rappelle les dates, 1849-1921.
Euh, alors, comment dire, le rôle historique d'Ernest Denis a été de nouer, au fond, le fil protestant et le fil républicain dans sa thèse intitulée Jean Hus et la guerre des Hussites, qui date de 1878. Alors là encore, pour expliquer l'attirance de Denis pour la Bohème, on peut invoquer ses origines familiales. Denis était un protestant de vieille souche cévenole, donc c'était le produit d'une culture huguenote traumatisée par les dragonnades et plus récemment par la Terreur blanche de 1815, puisqu'au fond, oui, puisqu'il est né en 1849, ça remontait à son grand-père. Alors, il y a malgré tout un autre élément nouveau, celui-là, qui a déterminé Ernest Denis à s'intéresser à l'histoire tchèque, c'est la guerre franco-prussienne de 1870. Durant cette guerre, Denis a défendu Paris comme un chasseur à pied, et naturellement, le conflit lui a inoculé une germanophobie qui était inconcevable des générations précédentes de protestants. La déclaration dite de rigueur a fait le reste. Ah oui, il faut peut-être que je vous explique. La Diète de Bohême, en décembre 1870, le 8 décembre 1870, a protesté officiellement, tout à fait solennellement, contre l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine par l'Allemagne, par la Prusse. Voilà. Donc ça a profondément ému l'intelligentsia française, et notamment Ernest Denis, qui s'est donc tourné vers l'histoire tchèque un peu comme vers un antidote à la défaite de Sedan. Il a obtenu une bourse d'études pour aller vivre 3 années à Prague. Il a appris le tchèque sur place. Il a aussi perfectionné son allemand, puisque c'était l'époque où on entendait encore parler allemand dans les rues pragoises. Bref, avec Ernest Denis, on quitte de manière définitive l'ère, je dirais, des hussitologues en chambre pour entrer dans l'époque des diplomates de la culture. Alors, avec le recul du temps, il faut quand même avouer, je suis peut-être un peu sévère, mais que l'apport de la thèse de Denis est scientifiquement faible. Le livre ne brille pas par ses avancées. Non seulement Denis ne met au jour aucune source nouvelle, mais il traite la documentation de manière assez cavalière. On est là loin de la rigueur qu'un Gabriel Monod, par exemple, au même moment, tente de faire prévaloir dans les études historiques. J'ai l'impression que Denis regarde plutôt vers le passé, qui tient encore de la veine romantique, comme Michelet. Il se veut éducateur, au fond, et il ne recule pas devant le pathos. Sur le fond, il célèbre dans la Révolution hussite le moment où l'humanité a poussé le premier cri de la liberté, et il y voit naturellement un exemple pour la renaissance des peuples slaves, qu'il appelle de ses voeux. Cette conception des choses conduit Ernest Denis à redonner aux Hussites un accoutrement protestant. C'est un peu paradoxal parce qu'on aurait pu croire ça tomber en désuétude, au fond, depuis l'enfant. En tout cas, pour Denis, l'essentiel est ailleurs. Le motif religieux est chez lui toujours subordonné à l'idée nationale. Ça lui paraît être vraiment le leitmotiv, le fil rouge de la révolution hussite, en raison de la haine atavique qui, selon lui, opposerait les Tchèques aux Allemands depuis toujours.
Donc, la thèse de Denis et plus encore sa continuation, la fin de l'indépendance bohème qui embrasse tout le XVIe siècle et va jusqu'à la défaite de la Montagne Blanche, ont rencontré un grand écho, du moins auprès du grand public. Il faut dire que le moment était favorable. En 1879, donc un an après la publication de la thèse de Denis, apparut La Pitié suprême de Victor Hugo. Là, je me tourne vers Laure Godineau, qui connaît l'œuvre mieux que moi, puisqu'il me semble que Hugo avait écrit ce long poème sous le Second Empire, mais il a attendu 1879, c'est-à-dire le retour d'exil des communards, pour le faire paraître. Bon, si j'évoque ce poème, c'est qu'une strophe assez célèbre décrit le face-à-face, non pas entre Jean Hus et ses juges, mais entre Jean Hus et le bourreau qui vient allumer le bûcher. Bourreau que Victor Hugo nomme de l'échafaud cariatide affreuse. Et par un renversement dont Hugo est coutumier, c'est au fond Jean Hus qui prend en pitié le bourreau et ça inverse les rôles. Donc on a là une conjoncture à la fin des années 1870. Bon, par là-dessus sont arrivées la Première Guerre mondiale, la disparition de l'Empire d'Autriche ou l'Empire austro-hongrois. Tout ça a permis à Ernest Denis d'exercer à plein son influence. Comme vous le savez peut-être, Ernest Denis est l'un de ceux qui ont porté la Tchécoslovaquie sur les fonds baptismaux. Il a vraiment poussé à la création du nouvel État. Et ensuite, en 1919, il a été accueilli à Prague, alors en triomphateur. On lui a accordé le titre de père de la nation. Un buste a été élevé en son honneur sur la place Malostranska, si vous connaissez Prague, c'est sur la rive gauche, sur la place de l'ambassade de France. Une gare a même pris le nom d'Ernest Denis, gare qui, hélas, n'existe plus. Elle a été dynamitée par le régime communiste dans les années 1970. Bref, Jean Hus et la guerre des Hussites, le livre de Denis a acquis dans l'immédiate après-guerre le statut de bréviaire officiel de l'amitié franco-tchécoslovaque. Quatrième et dernière pierre miliaire, on saute 80 ans, on arrive en 1960. Là, l'ouvrage dont j'aimerais vous parler s'intitule « L'hérésie de Jean Hus ». Ça marque, je pense, le dernier grand virage qu'a connu la hussitologie francophone. Alors, signe des temps, ce livre n'émanait ni d'un Français, ni d'un protestant. Pourquoi ? Il y a eu les accords de Munich en 1938, la Seconde Guerre mondiale, ça a évidemment distendu les liens entre la France et la Tchécoslovaquie. Bon, après 1945, on peut considérer aussi que le magistère intellectuel des réformés français a un peu faibli. Bref, l'auteur de l'hérésie de Jean Hus se nomme Paul de Vogt, Vogt, V-2-O-G-H-T. C'était un Belge, né à Anvers en 1900, il est mort en 1983. Paul de Vogt était entré à l'âge de 18 ans chez les bénédictins dans l'abbaye de Maretsu. Paul de Vogt s'est assez vite engagé sous la houlette de son abbé, dont Lambert Baudouin, à la fois au sein du mouvement liturgique et dans l'écuménisme balbutiant. Or, en 1932, Paul de Vogt a été envoyé
en Tchécoslovaquie pour contribuer à restaurer une abbaye bénédictine qui se trouve dans les faubourgs de Prague, à Břevnov. La tâche n'était pas facile. Paul de Vogt a été d'un coup jeté au cœur des conflits opposant les moines tchèques, tchécophones, et les moines germanophones, qui, eux, avaient fait sécession et s'étaient repliés dans les Sudètes. Bon, donc voilà, il a été appelé comme médiateur. L'approche de la Seconde Guerre mondiale a obligé Paul de Vogt à revenir rapidement en Belgique en 1938 ou 39, je ne sais plus. Bon, mais enfin, il a passé au moins 6 années à Prague, des années qui l'ont marqué au fer rouge. Bon, non seulement il a appris le tchèque, mais surtout, il a touché du doigt, je dirais, l'anticatholicisme très virulent de la Première République tchécoslovaque. Hein, c'est une époque où les relations diplomatiques, par exemple, entre la Tchécoslovaquie et le Vatican ont été rompues. Donc, quand, après-guerre, Paul de Vogt s'est porté à l'avant-garde, disons, du catholicisme intellectuel, il a plaidé pour la réévaluation des conciles réformateurs du XVe siècle. Eh bien, il n'a pas oublié la Bohême et il a essayé de réconcilier, au fond, l'Église catholique avec la nation tchèque. Son livre, L'hérésie de Jean Hus, a fait sensation. Pourtant qu'un catholique, et catholique patenté, moine et prêtre, veuille réhabiliter Jean Hus n'était pas complètement nouveau. Déjà dans les années 1530, des théologiens catholiques comme Jean Cochléus avaient essayé de sauver Jean Hus, au moins sa mémoire, en rendant hommage à son intégrité morale, à la pureté de ses intentions. Bon, évidemment, ça n'était pas dénué d'arrière-pensée tactique. Il voyait en Jean Hus un moindre mal comparé à Martin Luther. Donc, on peut considérer que Paul de Vogt a suivi leur brisée. Sauf qu'il est allé plus loin qu'eux, d'abord en dénonçant la malhonnêteté des juges de Hus, et donc en mettant en cause directement le concile de Constance, et ensuite en souhaitant, à demi-mot, une révision de sa condamnation. Comme l'œuvre d'Ernest Denis en son temps, l'hérésie de Jean Hus a bénéficié d'une rencontre heureuse avec l'actualité. On est en 1960, ça veut dire que le pape Jean XXIII venait de convoquer un concile pour réaliser l'aggiornamento du catholicisme, ce serait évidemment à Vatican II. Il faut aussi se rappeler que du côté soviétique, l'heure est également au compromis. La déstalinisation était en cours et ça ouvrait ou entrouvrait un espace de liberté que les pays de l'Est n'avaient encore jamais connu. Donc le livre de Paul de Vogt a été débattu assez âprement dans la sphère publique. En milieu protestant, des voix se sont élevées contre ce qui était perçu comme une tentative de récupération. Les catholiques tchèques, ce qui est assez intéressant, ne l'ont pas non plus toujours trouvé à leur goût et ont considéré qu'ils cédaient un peu trop, au fond, aux intérêts du régime communiste. À un moment où les communistes vraiment célébraient en grande pompe le hussitisme. L'accueil du livre a été beaucoup plus favorable en Italie, en France et accessoirement en Pologne, notamment auprès d'un certain Karol Wojtyła. Alors, depuis, le magistère romain est resté un peu au milieu du gué, si vous voulez, d'une possible procédure de réhabilitation.
les papes successifs, enfin je pense surtout à Jean-Paul II et au pape François, ont couvert d'éloges Jean Hus, sa personne, son action, mais ont évité de se prononcer sur son orthodoxie. Scientifiquement parlant, De Vogt n'a pas eu une partie beaucoup plus facile. Bon, on a pu lui opposer, par exemple, que l'historien n'a pas à jouer au redresseur de tort, hein, mais qu'il doit comprendre ce qui est arrivé. Bon, on peut aussi lui reprocher de ne pas avoir suffisamment prêté attention, je dirais, au contexte d'énonciation. Il a certainement minimisé la portée subversive de certaines paroles de Jean Hus, notamment du dernier Hus, celui qui va prêcher dans les campagnes après 1412. Bon, mais De Vogt garde incontestablement le mérite d'avoir déplacé les lignes confessionnelles et idéologiques. Et puis, à une époque où on était très marqué par un modèle, disons, déterministe, il a su aussi montrer la part, je dirais, du hasard et du tempérament, bon, ce qui rend un son assez moderne. J'en ai fini avec ce rapide parcours. Donc, vous mesurez peut-être un petit peu mieux maintenant que mon titre « Écrire l'histoire des Hussites en France » est présomptueux. Écrire, non, il s'agit de réécrire, l'histoire n'étant jamais qu'un palimpseste. Alors, en fait, de palimpseste, je vais vous présenter essentiellement les deux ouvrages que j'ai publiés tout récemment, que je suis en train de faire paraître. Donc, ce sera le deuxième volet de mon intervention. D'abord, l'an dernier, donc en 2020, j'ai publié le mémoire issu de mon habilitation, bon, que je peux vous montrer. La patience ou le zèle, les Français devant le hussitisme, donc des années 1410, non, pardon, des années 1400 aux années 1510. Voilà, paru à l'Institut d'études augustiniennes. Bon, il s'agit d'une monographie, hein, je ne le cache pas, et bon, qui se veut relativement érudite. Donc, je résumerai brièvement le propos. Je m'attache dans ce livre aux perceptions et réappropriations du hussitisme en France. Donc, d'un point de vue historiographique, je m'inscris dans le sillage de l'histoire connectée, une perspective que j'hésite à qualifier de binationale parce que, d'abord, la France du temps était morcelée, divisée en entités politiques et même nationales rivales, le duché de Bourgogne, le duché de Bretagne, un temps la France anglaise, opposée à ce qu'on appelle le royaume de Bourges, etc. Donc tout ça autorisait une multitude de points de vue et de stratégies à l'égard des Tchèques. Autre nuance importante à avoir présente à l'esprit, le schéma des relations bilatérales entre Bohême et France n'est pas vraiment pertinent dans la mesure où la connaissance qu'on avait en France au XVe siècle des Hussites était presque toujours tenue de seconde main. Ça passait par des lieux tiers, par les conciles généraux de Constance, puis de Bâle, par la curie romaine, par les chapitres généraux des ordres religieux, par les cours princières germaniques, ainsi de suite. Donc, voilà, l'histoire que j'ai tenté d'écrire est nécessairement, par la force des choses, une histoire globale et ne s'enferme pas dans un face-à-face France-Bohême. Bon, ensuite, j'ai essayé de déployer l'analyse à 3 niveaux. Bon, l'histoire des Français
et du hussitisme passe d'abord par l'étude de l'action diplomatique. Donc, ça, c'est centré sur le temps court de l'événement. Cette première perspective est classique, si vous voulez, sauf qu'à l'époque, les États n'avaient pas le monopole des affaires étrangères. Des corps constitués développaient des diplomaties parallèles à celle du roi. Je pense à l'Université de Paris, qui a dépêché sa propre ambassade en 1429 au congrès tenu à Bratislava. Étaient réunis l'empereur, Sigismond de Luxembourg et les hussites. Bon. Et l'Université de Paris l'a fait de manière complètement indépendante du roi de France, Charles VII, et du roi d'Angleterre, Henri VI. Des personnes particulières, alors dotées évidemment d'une certaine surface, pouvaient elles aussi engager des actions diplomatiques, comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a écrit ou laissé écrire une lettre aux Hussites, dans laquelle elle les a menacés de quitter le front franco-anglais pour partir les combattre en Bohême. Ça ferait un superbe sujet d'histoire fiction. Que se serait-il passé si Jeanne d'Arc, en effet, n'avait pas été capturée à Compiègne et avait pu se rendre sur le théâtre des opérations tchèques. Bon. Alors, à chaque fois, évidemment, je me suis demandé si l'appartenance nationale avait été le seul critère déterminant l'engagement des Français contre le hussitisme. Bien sûr que non, il faut faire entrer en ligne de compte d'autres paramètres, l'intérêt personnel, les solidarités professionnelles, etc., etc. Alors, ce point de vue donc diplomatique est complété ensuite par une histoire intellectuelle des controverses anti-hussites. Bon, c'est mon champ de spécialité initial, que j'avais déjà commencé à labourer en publiant en 2012, déjà à l'Institut d'études augustiniennes, les traités anti-hussites de Nicolas Jacquier. Ah oui, j'ai oublié. Oui. Oui, excusez-moi, voilà. Voilà, Nicolas Jacquier, c'est un dominicain bourguignon dont j'ai montré qu'il a disputé contre les Hussites en 1433 au Concile de Bâle, mais ce qui est peut-être plus important, c'est qu'il a mis cette dispute par écrit seulement en 1466, à la demande de Philippe le Bon, du duc de Bourgogne, qu'il a ensuite envoyé comme poisson pilote en Europe centrale, à un moment où le duc lorgnait sur la couronne de Bohême. Voilà, donc on voit là que la diplomatie et la théologie s'articulent, s'emboîtent. Bon, mais évidemment, Jacquier n'est pas le seul Français à avoir pris la plume contre les Hussites. Au total, j'ai recensé une dizaine de controversistes. Jean Moreau, Jean Roch, Gilles Charlier, Jean Gerson, c'est sans doute le plus connu d'entre eux, et ces traités s'échelonnent de 1408 jusqu'à 1470. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Tout ce que je peux dire de la méthode, c'est que j'essaie de marier la quantification et l'herméneutique. Bon, c'est un peu prétentieux. C'est-à-dire que j'élucide les conditions de production, transmission sociale des textes, et en même temps les enjeux doctrinaux que ceux-ci soulèvent. Enfin, troisième et dernière approche qui prend le relais, une approche culturelle, car la connaissance du hussitisme n'a pas été réservée au XVe siècle à une mince élite de diplomates, de théologiens. Si un poète comme François Villon en parle, c'est que ça s'est aussi diffusé, diffracté dans le corps social du royaume. Alors là, la difficulté, c'est que autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc,
il faut faire flèche de tout bois, traquer les manuscrits cytologiques conservés dans les fonds français, suivre aussi la circulation d'informations, et c'est seulement à ce prix qu'on peut essayer de reconstituer les nuances de l'image qu'on pouvait se faire au XVe siècle du hussitisme en France. Au bout du compte, le résultat de mon enquête est plutôt négatif au sens où le hussitisme n'a recruté que très peu d'adeptes en France au XVe siècle, pour l'essentiel quelques desperados isolés, mais pas de clercs, pas de nobles parmi eux. L'Église gallicane a massivement fait barrage à l'influence hussite. Alors on pourrait s'interroger sur les raisons. On peut alléguer la malchance historique qui fait que les hussites sont arrivés trop tôt, n'ont pas connu l'imprimerie. Ils ont quand même aussi une part de responsabilité au sens où la mission extérieure a été dévolue à l'aile gauche, aux plus radicaux, aux taborites, des gens qui n'avaient manifestement aucune chance de séduire les élites françaises. Au total, le spectacle du schisme hussite et de la violence qui l'accompagnait a eu un effet répulsif. Ça a plutôt servi, dans l'État comme dans l'Église, les discours proto-absolutistes qui ont cité l'exemple tchèque et l'ont agité comme un épouvantail. Et de ce point de vue-là, vous voyez qu'il faut éviter de tracer une ligne monocausale depuis le hussitisme jusqu'au protestantisme. On peut se demander si le hussitisme n'a pas parfois retardé et contrarié l'éclosion du protestantisme. Donc au passage, mon livre écorne quelques clichés historiographiques, j'en cite quelques-uns pour nourrir le débat qui suivra. D'abord l'idée que la réforme catholique moderne plonge ses racines dans le XVe siècle. C'est la thèse continuiste d'un Yédine, mais qui a fait florès dans l'historiographie française. Or, ce que je constate, à travers le petit bout de ma lorgnette, c'est que même à Tournai, où le hussitisme avait rencontré des échos puissants dans les années 1420, on a brûlé plusieurs Tournaisiens parce qu'ils revenaient de Prague, acquis aux idées hussites. Or, même là, l'Église locale, l'Église diocésaine, s'est bornée à réprimer sans du tout se remettre en cause. Ainsi, les nouveaux statuts synodaux édictés en 1445 à Tournai sont en retrait par rapport aux précédents. Les exigences en matière de formation des clercs, de savoir, de célibat reculent. Donc, il me semble que à Tournai, au moins, la contre-réforme a dû par la suite remettre les pendules à l'heure. Et j'en dirais autant au niveau intellectuel. Il est frappant de voir que l'œuvre ecclésiologique de Jean Gerson n'est plus guère réimprimée passé les années 1520, comme si elle était frappée d'obsolescence. Les controversistes catholiques anti-protestants ont très peu réutilisé les œuvres de controverse anti-hussites du XVe siècle. Donc là, je ne vois guère de continuité. Ensuite, deuxième cliché historiographique que j'essaie de remettre en question, l'idée répandue aujourd'hui selon laquelle le péril de l'hérésie au Moyen-Âge aurait été sciemment exagéré, même dramatisé par l'Église. Il me semble que le hussitisme a plutôt été sous-estimé. Seul le concile de Bâle, et encore pendant 2-3 années, de 1432 à 1435, a fait du hussitisme une question urgente, indispensable à sa survie. Et même à ce moment-là, ce qui tenait les feux de la rampe, c'était bien davantage la question des pouvoirs respectifs du pape et du concile. Une fois cette querelle éteinte, l'intérêt pour les affaires de Bohême s'est évanoui.
comme par enchantement. Alors que le hussitisme sur le terrain continuait à bouger, et même plus que ça, faisait de la résistance. Donc, mon impression est que les conflits intra-ecclésiaux ont largement éclipsé la lutte contre les ennemis, entre guillemets, de l'extérieur. Enfin, le schéma dominant du théologico-politique ne me paraît pas non plus à l'abri de toute critique. Alors bon, là c'est peut-être un peu technique, mais quand même, je me demande s'il y a vraiment toujours homologie entre les deux discours politiques et théologiques. Et j'en doute sur la foi de la controverse liée à l'utracuisme. Alors, il faut peut-être que j'explique. Dans l'Église latine, la communion a cessé d'être donnée sous les deux espèces du pain et du vin au Moyen-Âge central entre le XIIe et XIVe siècle. Les hussites se sont distingués en restaurant cette pratique qui était donc tombée en désuétude. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire, les hussites ont exalté la communion eucharistique au point de la dire nécessaire au salut. En sens inverse, les controversistes catholiques l'ont minorée, ce qui revenait à limiter l'importance du sacrement et indirectement du sacerdoce, qu'ils défendaient pourtant dans l'ordre des pratiques sociopolitiques. Donc vous voyez que là, il y a quand même un paradoxe qui suggère une certaine disproportion du théologique et du politique et me fait me ranger assez résolument derrière Eric Peterson contre Carl Schmitt. Bon, j'ai bien conscience d'être rapide, on y reviendra probablement lors de la discussion qui suivra. J'en viens au deuxième ouvrage qui, lui, est sous presse, qui doit paraître donc dans la deuxième quinzaine de mars, alors qui est un peu aux antipodes du livre précédent. Là, c'est une synthèse très large, destinée au public des amateurs, disons, qui s'intitule « La réforme commence à Prague, histoire des hussites, 15e, 20e siècle ». Je peux vous montrer la couverture. Alors bon, j'ai mal imprimé ça, c'est un peu coupé en bas. Enfin voilà, je vous montre la couverture dans la mesure où j'aimerais commenter deux éléments, le titre et ensuite, si vous êtes sage, l'image. Commençons donc par le titre « La réforme commence à Prague ». Bon, il est fait pour surprendre, puisque la réforme avec une majuscule est un phénomène qu'on juge typique de la modernité et qu'on identifie au protestantisme. La réforme semble présupposer en effet deux conditions sans lesquelles la remise en cause de l'ancienne Église, l'Église catholique si vous préférez, n'aurait pas été possible, ni même sans doute pensable, l'humanisme et l'imprimerie. L'humanisme, avec sa méthode de critique textuelle, ça a érodé les évidences doctrinales et convergé avec le combat de Luther, au moins de manière momentanée. Je parle sous le contrôle de Nicolas, parce qu'on lit souvent qu'en réalité c'était un malentendu. Mais enfin, cette convergence a quand même servi Luther pendant quelques années. Deuxième facteur, l'imprimerie, grâce à laquelle les dissensions théologiques sont sorties des murs de l'université. Là encore, il faudra nuancer, au moins en Allemagne, parce qu'en Allemagne, les presses étaient plus nombreuses et surtout plus disséminées et donc moins faciles à contrôler qu'ailleurs. Or, le problème du hussitisme, c'est l'inverse de Musset, qui était né trop tard dans un monde trop vieux. Le hussitisme, lui, est né trop tôt dans un monde trop jeune et n'a pas rempli ces critères.
il a très longtemps ignoré l'imprimerie. L'imprimerie ne s'est installée en terre hussite à Prague qu'à partir de 1487, soit une dizaine d'années après l'introduction des presses dans la ville tchèque de Plzeň. Plzeň, que vous connaissez mieux sous le nom de Pilsen, c'est à l'ouest de la République tchèque. C'est connu à la fois grâce aux bières qui sont produites et grâce aux automobiles Skoda. Bon, mais il faut savoir qu'au XVe siècle, Plzeň a été un bastion catholique, alors même qu'on est dans une région tchécophone. Les habitants n'étaient pas allemands. Toujours est-il que les 3 premières générations de réformateurs hussites ne pouvaient pas compter sur l'imprimerie. Ils en ont été réduits à utiliser le manuscrit, l'image et l'oral pour communiquer. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, oui, c'est bon. Oui, on t'entend. Pardon. On t'entend. Bon, j'ai eu un écran noir, d'accord. Or, le paradoxe, c'est que c'est à ce moment-là que les hussites ont remporté leurs succès les plus grands. En revanche, une fois qu'ils se sont ralliés à l'imprimerie, généralement, ils se sont contentés de satisfaire les besoins internes de leur communauté et n'ont pas mené de propagande d'envergure. On n'a rien de comparable en Bohême avec la campagne des Flugschriften, des feuilles volantes, qui a submergé l'Allemagne au début des années 1520. Plus grave peut-être encore, le mépris des hussites pour les belles lettres, pour l'Italie, leur ont fait manquer les débuts de l'humanisme. Ça n'était pas une chose acquise dès le départ. À la fin du XIVe siècle, la chancellerie royale de Venceslas IV et les chancelleries épiscopales, notamment à Olomouc, en Moravie, avaient été assez réceptives aux innovations culturelles italiennes. On lisait avec faveur Pétrarque. Patatras, arrive la révolution hussite, elle coupe court à ses contacts transalpins. Ensuite, il a fallu attendre le rattachement de la Moravie à la Hongrie à la fin du XVe siècle pour que l'humanisme et la Renaissance s'épanouissent de nouveau à Olomouc, toujours en milieu catholique. Les hussites, eux, sont demeurés à la traîne des académies humanistes catholiques et ont longtemps continué de cultiver les méthodes scolastiques. Donc, si vous voulez, dans les pays tchèques, les 2 confessions rivales ont joué à front renversé par rapport à, disons, à l'image d'Épinal qu'on peut avoir de la situation du début du XVIe siècle. Donc, ce double décalage a jusqu'à présent retenu l'historiographie francophone de ranger le hussitisme parmi les réformes. On en fait, je pense au livre de Pierre Chaunu, mais aussi aux synthèses de Jean Delumeau, une pré-réforme avortée. Or, il faut être clair, tous les travaux récents des 30 dernières années démontrent que le hussitisme a réussi en Bohême. Les bouleversements y ont été absolument spectaculaires. Je peux vous citer l'avis d'un contemporain, Aîné Silvio Piccolomini, que je citais tout à l'heure, l'informateur de Jean Crespin. Piccolomini, dans son Histoire de la Bohême, écrit « Il n'est aucun royaume dans lequel se soit manifesté à notre époque autant de mutations. » Les historiens contemporains lui donnent raison. La puissance de l'Église catholique en Bohême s'est écroulée comme un château de sable. L'Église catholique a, par exemple, été évincée de la Diète. Ça veut dire qu'elle a perdu toute représentation politique à l'issue de la Révolution. D'un point de vue matériel, elle a perdu en Bohême environ, tenez-vous bien, 90% de ses biens fonciers.
ces effectifs ont subi des coupes aussi sombres. Par exemple, le chapitre cathédrale de Prague a vu ses effectifs diminuer par 7. Plus généralement, on considère que les 2/3 environ des Tchèques ont alors quitté l'Église catholique. Si vous voulez, pour trouver un phénomène similaire de sortie du catholicisme au Moyen-Âge, il faut aller dans l'Espagne musulmane. Bon. Il n'y a guère que dans l'Andalous qu'on trouve des chiffres pareils et comparables à ce qu'on observe par exemple en Bohême orientale. On peut considérer que au milieu du XVe siècle, le catholicisme a été tout bonnement rayé de la carte. Et avec le catholicisme, évidemment, ce sont toutes les garanties anciennes du salut qui ont perdu leur force d'évidence. Je peux vous citer de nouveau Piccolomini qui s'étonne de la situation et écrit « Il y a là, en Bohême, autant d'hérésies que de têtes, et on a la liberté de croire tout ce que l'on veut. » Alors, cela étant, vous allez peut-être m'objecter, et vous n'auriez pas complètement tort, qu'il a manqué au Hussite une intuition théologique aussi décapante que la thèse luthérienne de la justification par la foi seule, sola fide en latin. L'argument porte, mais seulement, me semble-t-il, à moitié. Il porte au sens où Jean Hus et ses partisans ne se sont guère intéressés à l'épître aux Romains et au corpus paulinien en général. Ils ont plus volontiers médité sur l'épisode évangélique de l'expulsion des marchands du temple, par exemple, avec toutes ses implications sociopolitiques, éventuellement eucharistiques, et ça les a tirés vers une religion des œuvres. Cela étant, il ne faudrait pas exagérer la place de l'axiome sola fide dans le protestantisme. D'abord parce que des catholiques restés catholiques pouvaient souscrire à cet article-là, et qu'en sens inverse, des réformateurs tout à fait protestants comme Zwingli n'ont jamais attaché une grande importance au salut par la foi seule. Si j'en crois certaines recherches récentes, d'ailleurs même chez Martin Luther, il n'est pas tout à fait sûr que cet axiome ait été le détonateur que la postérité y a vu. Autrement dit, Luther n'était pas jusqu'au bout luthérien. J'en conclus que le hussitisme n'est peut-être pas protestant doctrinalement, mais qu'il appartient déjà au modèle social, cultuel de la Réforme. La Réforme commence donc à Prague. J'ajouterai une précision, il vaudrait mieux dire les réformes commencent à Prague, car sous l'apparence d'un événement unique, ce sont en réalité 2 réformes qui ont vu le jour sur le sol tchèque. Avec les Pragois est née une réforme de type magistériel, diraient les spécialistes du protestantisme. Une réforme d'orientation sacramentelle à base nationale, socialement plutôt conformiste. Le parallèle a parfois été tenté avec l'anglicanisme. Je regarde l'heure, je ne sais pas si j'ai tellement le temps de développer. Bon, un rapprochement intéressant qui ne doit pas faire perdre de vue certaines différences. Il y en a essentiellement 2. Les Hussites, les Pragois ont défendu les intérêts des corps constitués des États contre le monarque. Donc il y a chez eux une fibre anti-monarchique. Bon. Et ensuite, ils ont jeté le discrédit sur la fonction épiscopale. Et donc, de ce double point de vue, les Pragois me paraissent pencher plutôt vers le presbytérianisme que vers l'anglicanisme. Bon, mais le parallèle est quand même intéressant, car il rappelle qu'en Angleterre, comme sur le continent,
de nombreux chrétiens au XVIe siècle ont choisi de ne pas choisir, si vous voulez, entre les orthodoxies rivales, entre protestantisme et catholicisme. Et on peut considérer que les Pragois appartenaient à cette mouvance, à cette nébuleuse de ceux que Calvin appelait les moyenneurs. Le terme était péjoratif, hein, sous sa plume, ça lui servait à stigmatiser la malice, l'astuce de ces gens d'entre-deux, hein, qui n'avaient pas le courage de choisir. Deuxième réforme née au XVe siècle à Prague, celle de Tabor, reprise ensuite par l'Unité des Frères. Là, il s'agit d'une réforme radicale, subversive, apocalyptique, prosélyte. Cette seconde réforme hussite a nettement anticipé sur le protestantisme, d'abord parce que institutionnellement, elle s'est constituée en une église complètement séparée de Rome, en élisant ses propres évêques. Et ensuite parce qu'elle a pratiqué, au moins pendant quelques décennies, l'anabaptisme. Cette seconde réforme hussite a d'ailleurs fini par confluer avec la réforme de type suisse, de type calviniste. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? Oui, pour commenter l'image. Moi, j'ai un écran noir. Est-ce que vous me voyez encore? Oui, très bien. Oui, d'accord. On ne voit pas tout à fait l'image, on voit que le titre. Enfin, ouais. Oui, voilà, là, voilà, là oui. Voilà, mieux. Monte encore un petit peu. Monte, non, oh non, recule, Olivier. et vers le haut. Monte là. Ouais, très bien. Très Voilà, bien. comme ça. Bon. C'est mieux. Alors, cette image est due... Ah, on va lancer un grand jeu concours. Quel est le peintre? C'est un Tchèque, mais que vous connaissez bien, C'est Moucha. associé à la Belle Époque. C'est Mucha ou Mucha en tchèque, Alphonse Mucha, dont je vous rappelle les dates 1860-1939. Donc, Mucha, bon, très célèbre pour avoir fait les affiches de la Belle Époque, ce qui est moins connu. Montez, Olivier, s'il te plaît. Comment? La montée pour qu'on la voie davantage. Ah oui, parce pardon. qu'on la voit pas. Alors, ce qui est moins Plus haut, plus haut, plus haut. connu en France, c'est qu'après 1918, de retour en Tchécoslovaquie. On voit rien, c'est pas assez haut. C'est pas assez haut. Là. C'est bien, c'est bien. Trop, là, trop. Non, très bien, très bien, très bien. Bon, mais attendez, je vais vous montrer les détails. Pour l'instant, ce que je veux vous dire, c'est que de retour en Tchécoslovaquie via les États-Unis, Mucha a donné dans la veine historiciste. Il s'est lancé dans la composition d'un cycle de 20 tableaux intitulé L'épopée slave. Voilà, donc, comme le nom l'indique, sa perspective n'est pas seulement tchèque, mais pan-slaviste. Donc, on voit quelques tableaux consacrés aux Bulgares, aux Russes, aux Serbes, etc. Oh, cela étant, les Tchèques se taillent quand même la part du lion. Alors, j'ai retenu ici le 13e tableau, qui est une énorme machinerie de plus de 4 mètres sur 4. Et cette composition est intéressante à la fois par son sujet et par son traitement. Le sujet. Mucha a choisi un épisode très peu connu et, à ma connaissance, qui n'avait jamais été illustré avant lui. On voit le face-à-face entre le roi hussite Georges de Podiebrady, ici, et le légat pontifical Fantin des Vallées, en italien. On est en 1462. Que vous dire? Depuis 25 ans, la Bohème vit sous le régime d'un compromis religieux appelé les Compactata. Cet accord avait été négocié en 1436 entre l'empereur Sigismond, le concile de Bâle et les Hussites. Moyennant le retour des Hussites dans l'Église,
les Tchèques ont obtenu la liberté de communier au calice et la ratification des principaux acquis révolutionnaires. Mais cet accord avait été négocié par le Concile et les papes successifs se sont bien gardés de reconnaître le compromis. Finalement, en 1462, le nouveau pape Pie II, né Piccolomini, déclare les compactata nuls et non avenus. Il charge alors son légat de faire connaître sa décision à Prague et il ne choisit pas n'importe qui, il choisit Fontaine des Vallées qui jusque-là était procureur du roi de Bohême à Rome. Jusque-là, il défendait les intérêts du roi à Rome. Donc c'était une manière de signifier que le vent avait tourné. L'entrevue a eu lieu au mois d'août 1462 durant une séance de la Diète qui s'est tenue dans le palais royal de la vieille ville de Prague que vous voyez ici. Évidemment, Georges l'a très mal pris et a fait emprisonner le légat. Et par là-dessus, une nouvelle croisade a été promulguée, confiée au roi de Hongrie, Mathias Korn. Alors, comment Murat a-t-il rendu l'événement? Bon, en fait, on a zoomé un peu. Le plan est plus large que ça. Donc, ça met en avant les deux protagonistes qui se confrontent debout l'un à l'autre devant un parterre de conseillers ecclésiastiques. On voit des évêques en violet et laïcs. Murat, vous l'aurez noté, met un peu de côté Georges. Il n'est pas particulièrement mis en valeur, il est un peu dans l'ombre et nous tourne le dos aux trois quarts. Je pense que c'était pour éviter de montrer davantage Georges de Podiebrady, dont le physique n'était pas avantageux. C'était un petit bonhomme ventripotent. Enfin, ça n'est pas ce que les Hussites ont fait de plus sexy. Ensuite, Murat a commis une erreur qui, à mon avis, est délibérée. Il a peint Fontaine des Vallées en cardinal, alors qu'en 1462, celui-ci n'était même pas évêque. Donc, cette méprise obéit au moins à deux raisons, à mon avis. D'abord, c'est un peu comme dans la guerre des Gaules du Jules César avec Vercingétorix. Valoriser son adversaire permet de vanter son propre mérite. Et ensuite, la pourpre cardinalis s'harmonise sans doute beaucoup mieux avec le chromatisme d'ensemble de la lumière dorée là, qui afflue dans la salle à travers le vitrail à l'arrière-plan. Dernière intervention significative de Murat, il a placé une figure de bord sous la forme d'un jeune garçon là, qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que vous le voyez? Alors là, malencontreusement, j'ai un peu coupé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce garçon tient entre les mains un gros livre qu'il vient de refermer et qui porte un simple titre, Roma, Rome. Manière de signifier que la page de Rome, de l'hégémonie romaine, se tourne. Vous avez le droit de préférer la légèreté des affiches 1900 à ce didactisme un peu simplet, mais le procédé est efficace et illustre, je pense, mon propos. La réforme commence à Prague. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Olivier donc pour ce panorama du 15e au 20e et même 21e siècle. Donc on a balayé l'histoire européenne à travers des choses qui sont pas évidentes pour un public plus fréquentant des États-nations ou des entités politiques constituées de façon un peu plus homogène, qui n'ont pas connu ces mélanges de populations, ces tensions-là, où
voilà, en France, l'histoire de France, c'est un long fleuve tranquille à côté de l'histoire de la Bohème, hein. Voilà, il y a un roi, il y a en gros une foi, on essaye d'en faire une deuxième, mais ça marche pas vraiment. On tue tout le monde et voilà. Et puis après, tout va mieux. Donc, c'est voilà, l'histoire de France est facile, l'histoire anglaise est facile comparée à l'histoire des pays slaves ou des pays d'Europe centrale. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu nous as raconté, hein. Tu nous as montré d'abord des généalogies imaginaires. Ça, c'est très, très fascinant, hein. C'est comment on pioche dans le passé pour s'inventer des prédécesseurs, des modèles, en cherchant des antécédents pour justifier ses propres convictions, ses propres engagements. Ben, ce que fait Crespin au XVIe siècle, ce que fait Luther aussi, d'une certaine façon. Donc, on cherche des antécédents, on va choisir des choses dans le passé qui permettent de justifier des prises de position. Et puis, à plus long terme, il y a d'autres généalogies plus ou moins imaginaires. Tu avais commencé par ça, puisque tu as parlé du socialisme, du moment lucide du socialisme au 19e siècle. Alors, il faudrait peut-être en reparler aux socialistes d'aujourd'hui, ça leur redonnerait du peps, ils seraient en forme après avoir être replongés dans cette histoire lucide peut-être. Voilà, d'autres généalogies imaginaires où on va chercher là encore des formes de manifestations de liberté, d'opposition à des cadres traditionnels, religieux, politiques, etc., etc. Donc les Hussites, chacun a son Hussite à soi, hein. On en fait ce qu'on en veut. On va y chercher la liberté, on va y chercher la révolte nationaliste, on va y chercher contre les Italiens, contre les Allemands, on va y chercher des modèles religieux, enfin, des remises en question de l'autorité de l'Église. Finalement, les Hussites, hein, c'est plein de choses à la fois. Bon, ce qui est fascinant, moi, qui connais un tout petit peu le XVIe siècle, effectivement, on connaît bien ces images qui mettent en, alors ces gravures qui font la généalogie des réformateurs avec Luther, avec Zwingli, avec Mélenchon, et puis on voit une espèce de volatile dans le fond qui est loi. Donc on ne le représente pas sous une forme humaine, mais on la montre, hein. On montre cette espèce de palmipède qui est où ça, loi tchèque. Donc c'est à la fois, c'est pas vraiment un modèle, c'est pas vraiment un ancêtre, et puis c'est quand même là, c'est présent sous une forme imagée. Ça, c'est assez fascinant. Et Luther invente son Jean Hus d'une certaine façon, comme il s'invente lui-même, hein. Tu évoquais les réflexions sur saint Paul, qui est centrale chez Luther, le salut par la foi seule, hein, le juste vivra de la foi, et puis paf, Luther découvre ça en se réveillant le matin, il a eu la révélation. Bon, mais on sait bien que Luther s'invente lui-même, hein. Luther s'invente lui-même, réinvente sa vie quand il en parle à ses disciples dans ses propos de table, puis à la fin de sa vie, quand il fait une préface à ses œuvres, où il réinvente son passé et lui aussi se réinvente en disant, voilà, Saint Paul, j'ai tout compris dans Saint Paul tel jour à telle heure. En gros, j'exagère. En réalité, on sait absolument pas comme ça que ça s'est passé. Et c'est effectivement pas de saint Paul que part sans doute non plus la critique des indulgences quand tout commence en 1517. En 1517, Luther n'est pas du tout luthérien. Il n'a pas encore formulé du tout ce qu'il formulera par la suite. Donc lui-même s'invente. Donc les gens s'inventent leur passé comme ils s'inventent eux-mêmes et utilisent le passé pour s'inventer eux-mêmes. Donc, conclusion, il ne faut jamais croire ce que disent les gens, hein, évidemment, hein, puisque quand ils parlent d'eux-mêmes, puisqu'ils visent à justifier ce qu'ils font, à chercher des précédents, à montrer des ruptures, alors qu'en fait, pour Luther, ça rompt évidemment, mais ça ne s'est pas fait en un jour. Donc, on cherche
à se valoriser, à se valoriser en écrivant sur soi et en cherchant des antécédents. Alors, moi, j'ai été intéressé aussi, tu fais de l'histoire globale et connectée du monde du site, ça c'est bien, ça je pense que tout le monde n'aurait pas pensé qu'on pouvait faire de l'histoire connectée du monde du site, mais c'est une belle méthode, une belle leçon d'histoire que tu as faite. Alors, tu as parlé aussi de l'humanisme, ça m'a marqué. Humanisme, anti-humanisme, ça c'est très intéressant. Donc les Hussites sont, voilà, c'est des héros, c'est des héros nationaux, tchèques évidemment, c'est aussi des héros pré-réformateurs, mais sur le plan intellectuel, culturel, effectivement, tu as bien dit hein, que c'est pas le monde latin, c'est même pas le monde d'Erasme, c'est après, mais c'est pas voilà Prague, Prague au milieu du XVe siècle, c'est pas Florence, hein, c'est pas les mêmes références, c'est donc il y a donc tu parles de rendez-vous manqué avec l'humanisme, etc. Et Luther, lui aussi, on parle, donc on définit Luther, on a tendance à le définir comme un anti-humaniste. Hein, Luther, même si, comme tu le disais, il monte sur les épaules d'Erasme. Il monte sur les épaules d'Erasme au début. Hein, il utilise l'édition du Nouveau Testament de 1516, qui est le sommet du savoir humaniste d'une certaine façon, hein, l'édition d'Erasme du Nouveau Testament. Donc il utilise le travail philologique des humanistes, mais lui-même n'a pas du tout un esprit humaniste. Hein. Luther, après, est un guerrier. Luther choisit, et c'est pas ce qui l'intéresse, c'est pas la critique textuelle fondamentalement, c'est pas de comparer les X versions du Nouveau Testament. Voilà, il se dit que le travail a été fait, et puis il n'a pas de confiance fondamentalement dans la liberté humaine, etc., etc. Donc, on a pu effectivement présenter Luther aussi comme un anti-humaniste. Alors, c'est pas le même anti-humanisme, enfin, le monde parallèle à l'humanisme qui est celui des Hussites, mais ça, c'était assez intéressant. Donc, je ne sais pas si tu veux revenir un tout petit peu sur ces différents points. Et puis aussi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as raconté, enfin, ta démonstration sur la la séparation qu'il y a en réalité entre le théologique et le politique, qui ne sont pas forcément toujours aussi liés qu'on peut le croire. Tout ça, c'était vraiment très fin. Peut-être que tu pourrais, pour les étudiants, revenir un tout petit peu sur la question de la communion, sur l'utraquisme, leur redire en quoi c'est vraiment ce que ça remet en question d'une certaine façon, ce que ça affirme plutôt de communier sous les deux espèces pour les Hussites et puis plus tard pour les protestants. Bon, ça obéit à plusieurs motivations. Il y a d'abord une revendication sociale, dans la mesure où les laïcs et d'ailleurs les clercs non prêtres aussi hein, étaient exclus du calice. Bon. Donc derrière, il y a une volonté de réhabiliter l'État laïque et il y a certainement une bonne dose, non pas d'anticléricalisme, mais je dirais plutôt d'antisacerdotalisme, si vous me permettez ce néologisme. Et on voit d'ailleurs qu'un des slogans préférés des Hussites, c'était de traiter les prêtres de voleurs des sacrements, puisqu'ils dérobaient le calice aux laïcs. Bon. Cela étant, l'utraquisme ne se réduit pas à ça. Il y a certainement la volonté de renouer avec l'Église primitive, puisque les Hussites ont établi que la communion sous les deux espèces s'était pratiquée pendant des siècles, de manière à peu près ininterrompue. Donc c'était une manière pour eux d'exercer un chantage à la fidélité.
hein, en montrant que c'était l'Église qui s'était écartée des usages vénérables et remontant aux apôtres eux-mêmes. Voilà, alors ensuite, il y aurait peut-être d'autres motivations moins explicites. La dévotion s'était portée au XIVe, XVe siècle vers des miracles du Saint-Sang, notamment à Visnac, on est en Saxe, tout près de la Bohème. Bon, miracle un peu frelaté ou frauduleux, donc il n'est pas impossible que l'utracuisme était un moyen pour les théologiens ici de, comment dire, de recadrer la dévotion eucharistique en l'orientant vers le sacrement. Bon. Et enfin, le sang, le Saint-Sang, ça a quand même partie liée avec le martyr. Donc, il y a derrière la revendication du calice un appel à verser le sang, à donner son sang pour la cause de Dieu. Et chronologiquement, bon, l'utracuisme scelle quand même le basculement du pays dans la violence. Enfin, voilà, donc je dirais qu'il y a toutes ces motivations, certaines évidentes, d'autres un peu moins, qui se sont mêlées. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Nicolas. Oui, 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 merci. Laure avait levé une main. Laure, à Oui. toi. Oui. Alors, Olivier, d'abord, merci pour ce… Comment? Oui, oui, non. À toi. Donc, Olivier, merci d'abord pour ton intervention. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien. Très bien. D'accord. Donc, merci à toi. Alors, moi, j'ai une question qui concerne aussi nos étudiants, mais pas seulement, puisque tu as parlé d'histoire globale et d'histoire connectée. Peut-être qu'il faut donc revenir un peu dessus pour nos étudiants. Mais moi, surtout, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as réfléchi à ces problématiques plus en avant d'histoire globale, d'histoire connectée? Est-ce que tu développes ça dans ton travail? Donc, une réflexion sur l'histoire connectée par rapport à l'histoire qui serait internationale ou globale, enfin bon, etc. Parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terme d'histoire globale, mais qui en réalité ne font pas d'histoire globale ou de l'histoire connectée. Pas ton pain, d'après ce que tu as dit. Mais je voudrais que tu reviennes un peu dessus. Parce que il me semble important, sachant encore une fois qu'il y a un certain nombre de gens qui utilisent ce terme de façon un peu, comment dire, de façon maladroite, parce qu'ils ne font pas d'histoire globale, parce qu'ils ne font pas d'histoire connectée, mais ils font une histoire tout à fait traditionnelle qui est une histoire internationale. Donc, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur ce qui fait la particularité de cette histoire globale pour ton sujet de recherche. Voilà. Merci. Là, tu appuies là où ça fait J'ai mal. l'impression que ça Parce te que j'ai laisse un employé peu, le terme voilà, d'une manière qui n'était sans doute pas très rigoureuse. Non, au global, au sens où s'introduisent dans ce dialogue une multitude d'intermédiaires qui font que voilà, ça n'est jamais une relation bilatérale, mais toujours une relation, enfin une partie de billard à multiples bandes. Quand la bataille de Lipani est annoncée en France, on se rend compte voilà, qu'elle est passée par 3 ou 4 filtres avant d'être de nouveau réfractée, par exemple, depuis Bruxelles jusqu'au fin fond des possessions bourguignonnes. Voilà, donc c'est juste pour faire ressortir la multiplicité de ces intermédiaires. Alors maintenant, quelle différence, dans mon cas, faire entre l'histoire internationale et l'histoire connectée? C'est, enfin, me semble-t-il,
La première partie de mon travail relève de l'histoire internationale, puisque là, c'est l'étude de l'action diplomatique, si tu veux. La troisième partie, c'est différent, puisque je ne m'intéresse plus au… Enfin, comment dire, là, je suis au plus près des individus qui sont bien davantage des électrons libres. Voilà, donc je pense que c'est un problème d'échelle, essentiellement. Voilà, je change de focale pour me concentrer sur des individus parfois peu connus, voire pas connus du tout, comme Gilles Meursault, qui c'est un Tournaisien qui vient d'acquérir le droit de bourgeoisie et qui, du jour au lendemain, ayant entendu parler des troubles en Bohême, se rend à Prague, devient hussite et revient muni d'un manifeste, en partie en latin, en partie en langue vernaculaire, et fait de l'agite-propre auprès de ses compatriotes. Voilà, donc là, on a des connexions qui échappent au radar de l'histoire diplomatique. Voilà, et qui nous sont connus par les chroniques urbaines de la ville, et également par le registre de la Sorbonne, puisque Noël Beda, fameux Noël Beda, anti-protestant, anti-humaniste pour le coup du début du XVIe siècle, a inséré le manifeste de Meursault dans sa collection des censures prononcées par l'Université de Paris. Voilà. Donc c'est comme ça que je répondrai à ta question, mais je me range sans honte, plutôt dans le camp des historiens maladroits dont tu as parlé. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Et encore une fois, compte tenu de ce que tu as dit dans ta présentation, je pense que tu es trop modeste et qu'il s'agit d'histoire globale. Non, merci, tu as parfaitement répondu à la question que je te posais. Et surtout, encore une fois, je pense que la manière dont tu l'as présenté montre bien que c'est de l'histoire globale et pas seulement de l'histoire internationale. Voilà, donc non, ne te range pas parmi les historiens maladroits, s'il te plaît. Mais pardon, si je peux te poser une question là sur la pitié suprême de Victor Hugo, je n'ai pas dit de bêtises, c'est bien un poème écrit antérieurement et qu'il fait paraître voilà, pour servir la cause des communards. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit pour servir la cause des communards, puisque c'était déjà dans les années 1870. Mais ceci dit, il y a un certain nombre de poèmes qu'il n'a pas pu publier tout simplement avant, ouais. qu'il publie au moment où les républicains sont maîtres de la République. Je pense que c'est plutôt ça que la question de l'amnistie. Enfin bon. Ceci dit, c'est moi cette fois-ci qui fais partie des historiennes maladroites, parce que je ne peux pas te répondre davantage. Il y aurait un article à écrire sur le motif hussite au fond chez Victor Hugo, parce que ça apparaît dans le Rhin. Et voilà, à travers ce prisme, on peut suivre toute l'évolution politique et intellectuelle de Victor Hugo. Mais alors, je pense qu'il faudrait faire le lien aussi avec ce que tu as dit sur les années 1840. À mon sens, il ne faudrait pas prendre simplement Victor Hugo, mais toute cette période en réalité de 1840 et puis de l'évolution de Victor Hugo. Je pense que ça serait intéressant. Enfin bon, voilà. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres participants. Bon, ben voilà un beau projet. Ça serait intéressant. Je peux Vas-y, Anne-Emmanuelle. Un petit moment, je voulais remercier vraiment Olivier, parce que à la fois l'exposé de tes travaux est d'une très très grande richesse, et puis en même temps c'est un propos très savant, mais que tu as rendu tout à fait accessible. Et au départ, Nicolas parlait
que nous allions nous égarer sur des terres exotiques. Et ben, j'ai trouvé pas Non, il tant n'a que pas ça. dit nous égarer. Des formes. C'est ça à quoi j'ai pensé. Et en fait, j'ai pas trouvé que l'usitologie était si exotique que cela. Alors j'avais 3 petites choses à dire. Une première pour bavarder et 2 autres questions générales auxquelles tu n'es pas obligé de répondre parce qu'elles sont, ce sont des questions d'une ignorante à un spécialiste. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais pour revenir à l'usitophilie de Ouais. George Sand. Tout ce que tu as dit m'a beaucoup intéressée. J'imagine qu'il y a aussi d'abord la question du lien entre le romantisme et le Moyen Âge, hein, romantische, le terme est allemand avant d'être français et ça veut dire moyenâgeux. Et puis aussi alors je savais pas du tout, je connaissais pas en fait, j'ai lu, La Comtesse de Rudolstadt. Je l'ai lu il y a longtemps et c'est pas très bon, je dois dire. Enfin, Non. ça m'a pas marqué, mais ça m'avait échappé, cette, hustophilie et j'ai été tout à fait intéressée par ce que tu as dit sur Pierre Leroux et comment il y avait une généalogie imaginaire du premier socialisme français qui passait par Hus. Mais c'est vrai que je voyais plutôt, l'écho de Hus dans le cadre du mouvement des nationalités et l'effervescence en Bohême dans les années 1840. Parce que finalement, dans tout ce mouvement des nationalités, qui est un mouvement à la fois, on va dire, romantique et nationaliste, où Sand a vibré comme beaucoup de romantiques, il y a, alors je sais plus ce que j'ai commencé à dire. Bon, bah, écoutez, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup en Bohême dans les années 1840 et puis comme, Hus, c'est, la nation bohème, heu, les Hussites et enfin, c'est un peu l'image qu'on en a de comment alors je ne sais pas comment, mais que Hus a été d'une certaine manière, a porté quelque chose de cette nation, bohème, qui se définit, je ne sais pas et donc là, c'est aussi, parce qu'il y a le choc de l'actualité, enfin, ça va être surtout en 1848, mais le mouvement dans l'Autriche-Hongrie, il part de Bohême, justement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que quand le mouvement en Bohême démarre, les Allemands et les Tchèques sont au départ, ils sont unis. C'est après qu'ils vont se diviser et ça renvoie aussi un petit peu à Pierre Leroux, hein, la fraternisation, des classes, des êtres, mais là aussi, hein, c'était, bohème et tchèque. Donc donc ça, c'était un premier point. C'est vrai que le lien entre, hussite, nation tchèque et puis la révolution à Prague, quelques années après, les écrits de Sand à ce sujet, qui sont tout à fait bien connus, à Paris, parce qu'ils sont relayés par la presse, par la Revue des 2 mondes et cetera et Marx lui-même a cité une phrase du Gengis Khan de George Sand ah oui, ah oui, ah c'est génial et et sinon, son apologie de la violence révolutionnaire, hein. alors j'avais, sinon des questions, très générales. Je puisque je ne sais pas au fond, quelle est la spécificité du protestantisme en Bohême, en tenant compte du précédent hussite? C'est-à-dire, au fond, voilà, qu'est-ce que ça a donné? Le fait qu'il y ait eu, le hussitisme, sur le plan du protestantisme ensuite et puis j'avais une autre question, mais qui est encore enfin, qui est très générale, qui était, je suppose que le mouvement hussite, il s'inscrit dans un environnement, je dirais, européen. Et alors, comment, en fait, il s'inscrit dans cet environnement? C'est-à-dire que en quoi, enfin, en quoi c'est enfin, c'est quoi
l'originalité. Est-ce que c'est étonnant si on l'inscrit dans un environnement qui est travaillé par la réforme, quoi? Enfin, par Oui, ce bah, qui merci émane de la beaucoup. réforme. Merci beaucoup. Il faudrait plusieurs heures là pour répondre. Alors, rapidement, sur ta première remarque, oui, évidemment, on joue cette mode du Moyen Âge, le médiévalisme, un peu à la Walter Scott. Sauf que George Sand cherche un autre Moyen Âge que celui de Chateaubriand et du parti clérical, au fond. Un peu comme Michelet ira chercher les sorcières. Voilà, les Hussites remplissent un peu la même fonction pour Sand. Bon. Et puis, oui, je voulais juste prolonger ta remarque sur les nationalités. En effet, avant 1948, en Bohême, les Allemands, enfin les germanophones, revendiquent eux aussi Jean Hus. Donc c'est une référence transnationale. Et ça n'est qu'après 1948 que vraiment il va, oui, ça va se nationaliser, enfin ça va se couler dans les moules nationaux. Et même les protestants germanophones de Bohême seront en quelque sorte dépossédés de cet héritage-là. Bon, mais là, 48 marque vraiment une césure. Bon, alors ensuite, qu'en est-il du protestantisme en Bohême? Donc au XVIe siècle. Alors, en effet, là, tu as entièrement raison de poser la question. Je dirais en un mot que le protestantisme a mal pris et tardivement en Bohême, puisque les Hussites n'ont pas éprouvé le besoin de le devenir. Et donc, il y a eu une sorte d'inversion. Ce sont les populations germanophones catholiques qui ont fait le meilleur accueil au protestantisme. Ah oui, parce qu'on serait, c'est paradoxal, parce qu'on serait tenté de penser qu'à partir du moment où il y a eu un phénomène de sortie du catholicisme, ça ouvrait la porte. Globalement, alors, le point est un peu débattu, mais en tout cas, dans la première moitié du XVIe siècle, ce qui est très net, c'est que les Hussites restent massivement Hussites. Alors, ils subissent plus ou moins quand même l'influence de Luther, mais non, ils se veulent fidèles à la fois à Jean Hus et aux grandes intuitions théologiques du mouvement. Donc, les luthériens qu'on dénombre en Bohême, ce sont d'anciens catholiques, ceux des régions limitrophes germanophones. D'accord. Voilà. Alors, par la suite, mais à cause de la pression des Habsbourg, Hussites, luthériens, unité des frères vont avoir tendance et intérêt à se rapprocher, vont former une plateforme commune. Voilà. Mais on peut le dire sous la forme d'une boutade. Sans Jean Hus, les Tchèques se seraient certainement convertis au protestantisme plus tôt et plus massivement qu'ils ne l'ont fait. D'accord. Bon. Quant à la place du hussitisme en Europe, eh ben, oui, c'est le grand drame des Hussites. C'est-à-dire qu'ils ont dû construire leur réforme dans un seul pays, comme aurait dit Staline. Le monde n'en a pas voulu. Ils ont eu beau diffuser leurs manifestes aux quatre coins de la chrétienté, à Venise, à Paris, à Oxford. Ils n'ont recruté des disciples qu'en Pologne, mais c'était un hussitisme bien tempéré, assez anticlérical, qui se contentait peu ou prou de l'ultracuisme. Bon, ils ont aussi pénétré en Moldavie auprès des populations catholiques de Moldavie, donc auprès de la minorité catholique de Moldavie qui était majoritairement orthodoxe. Bon, mais en dehors de ça, les échos ont été très faibles et très en deçà des attentes hussites. Merci.
Bien. Est-ce qu'il y a encore quelques remarques ou questions de la part d'autres personnes, ou bien on est à l'heure du goûter, un goûter UCIT? Il n'y a pas un goûter UCIT prévu avec des spécialités Ah, tchèques? Ah, Donc, ça mange quoi, un UCIT? Donc, non, alors, on peut manger à Prague des knedlík, des knödel sucrés, fourrés aux prunes. Voilà, c'est une spécialité que je vous recommande. Enfin, pour l'instant, ils sont confinés, les restaurants sont fermés, donc il va falloir patienter un petit peu, je le crains. bon, bah, avant de manger du goulash et des choses comme ça. Et donc, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions sur cet univers UCIT et ses implications à travers le temps, on va clore cette séance. On va donc te remercier une nouvelle fois, Olivier, hein, pour ce voyage. On attend la parution du beau livre avec l'illustration de Mucha. Et puis, on se retrouve le 11 mars. 11 mars, normalement, hein, le 11 mars, pour parler de générations en histoire, en sciences sociales. Est-ce que les générations existent? Est-ce que ça a un sens? Alors, plusieurs à ce micro ont commis des papiers dans le livre Génération historienne, donc on est censé croire aux générations, mais pas forcément en réalité, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à croire aux générations en écrivant mon article dans le livre sur les générations, à tel point que Cirinelli, à la fin, m'a dit: «Oui, c'est bien votre papier, mais vous dites pas génération une seule fois dans votre article. Alors vous allez le refaire.» Donc, donc j'ai parsemé un peu à la fin de 3 générations. Mais ça se discute, si on peut dire les choses comme ça. Voilà, ben je vous dis à bientôt et merci. Merci Olivier. Merci beaucoup pour votre Merci, présence Olivier. et la participation plus bas pour les questions. Merci, au Merci. revoir. Au revoir.